Bonjour et bonsoir à tous, on se retrouve pour la vidéo de cours numéro 1, donc en vérité la première vidéo sur le langage Rust. Aujourd'hui dans cette vidéo on va pas vraiment, on va un tout petit peu vers la fin de la vidéo expliquer certaines choses concernant le langage qui vont être très importantes, mais avant de faire ça on va voir comment en Rust on fait pour mettre en place un projet de Rust où on va du coup coder, programmer, etc. Donc pour ça, on va voir comment utiliser l'outil extrêmement puissant et utile, c'est le cas de le dire, qu'est Cargo en fait, tout simplement, qui est installé par défaut avec Rust. Donc on va voir comment l'utiliser. Je vais juste vous montrer avant ça qu'on peut s'en passer en réalité de Cargo, c'est-à-dire que c'est pas une obligation d'utiliser Cargo, vous pouvez le faire sans. Vous pouvez totalement coder en Rust, programmer en Rust, faire vos projets en Rust sans Cargo. C'est possible. Maintenant vous verrez, sûrement pas dans cette vidéo, peut-être que dans cette vidéo ça vous paraîtra pas évident, que c'est beaucoup mieux d'utiliser, beaucoup plus simple et efficace d'utiliser Cargo directement, mais vous verrez dans les prochaines vidéos, quand on fera peut-être des choses un peu plus compliquées, etc., que là, Cargo se révèle très utile. Donc on va juste commencer par faire un petit programme de Rust, tout simple, qui va afficher à l'écran un message. On expliquera à la fin de la vidéo comment ça fonctionne un petit peu. On va essayer de le faire d'abord sans Cargo, ensuite on va le faire avec Cargo. Je vous montrerai quelques petites options qui sont très utiles qu'on utilisera au cours des prochaines vidéos avec Cargo, et une fois que ça sera fait, j'expliquerai très simplement en gros le petit programme qu'on aura écrit, et comme ça on sera parti sur de bonnes bases et on pourra passer dans la prochaine vidéo directement à des explications sur le langage, comment il fonctionne, etc. En gros pouvoir un peu étendre un peu nos capacités. Ouais, c'est nos capacités, ça se dit. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. On va appeler pardon, excusez-moi, j'ai écrit n'importe quoi, on va appeler hello, je sais pas, hello world, voilà. On va mettre hello world 1. Ça c'est le dossier qu'on va créer à la main. Donc ça c'est ce que vous pourriez faire sans utiliser Cargo. Vous verrez qu'après en utilisant Cargo, ça marche différemment. Ensuite à l'intérieur, on va créer notre fichier de code, donc notre fichier de code Rust. Les fichiers de code Rust, ils ont les fichiers sources de code Rust, ils ont du coup une extension qui est RS. Alors si vous êtes sous Windows et vous n'avez pas les extensions d'afficher, ça va être chiant, je vous le dis d'avance. Si vous comptez développer des trucs, etc., vous allez forcément avoir besoin au bout d'un moment de voir les extensions des fichiers, donc pour ça vous allez devoir les activer. Pour ça vous ouvrez n'importe quel explorateur Windows, donc par exemple moi j'avais déjà ouvert celui-là, vous allez dans affichage et ici il y a marqué extension de nom de fichier. Vous la cocher, c'est extrêmement utile, extrêmement important, à la limite même si vous voulez vous faites pareil pour les éléments masqués, mais en tout cas vous cochez celle-là parce que vous allez en avoir besoin tout le temps. Bon, on va fermer ça, d'ailleurs on n'en aura pas besoin pour la suite. Donc du coup on va revenir là-dessus. Là c'est notre fichier .rs, du coup notre fichier de code source Rust. On va écrire un code dedans, pour l'instant je vais pas l'expliquer, il est très simple, c'est un code qui va juste afficher à l'écran un message. En l'occurrence on va afficher, voilà, le fameux message hello world, tout simplement. Donc ça va être le fameux code dont on va se servir pour créer un exécutable. Première chose qu'on va devoir faire avant de créer un exécutable, c'est de rentrer dans le dossier pour pouvoir compiler le fichier. Voilà. Bon, on n'est pas obligé en vérité, mais là on va le faire pour simplifier la vie. Ah oui, petite information, si vous voulez ouvrir le terminal sous Visual Studio Code, vous faites le raccourci CTRL et le U avec l'accent là qui se trouve à droite de la touche M sur le clavier, si vous avez un clavier AZERTY. Donc comme ça le fait afficher, disparaître. Voilà. Bon. On va rentrer dans le dossier, donc hello world 1, on rentre dedans, on va juste faire un peu de blanc, un peu d'espace, pardon. Donc du coup, à partir de là, on a notre code, et comment on va compiler, comment on va transformer notre code en un exécutable? On va passer par un compilateur, et Rust a son propre compilateur, ce qui est normal, tout comme le langage C a son compilateur GCC, le langage C++ a le compilateur G++, il y a d'autres langages qui ont d'autres compilateurs, et ben Rust a son propre compilateur, qui est le compilateur Rust C. Pour compiler, c'est très simple, vous lui passez le nom de votre fichier avec l'extension, et il va tout simplement le transformer en un exécutable. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps, voilà, c'est fini. Il vous crée, alors sous Windows il vous crée un autre fichier en plus qui a l'extension .pdb. Ce fichier là qui est en plus, c'est un fichier très simple, c'est un fichier qui sert à du debug, mais on va pas en parler, c'est pas intéressant. Par contre ce qui est intéressant ici c'est le fichier main.exe, donc qui est bien votre exécutable qu'on va pouvoir lancer. Donc moi je vais le lancer depuis l'invite de commande, mais il faut savoir que vous pouvez le lancer comme n'importe quel exécutable en allant dans le dossier hello world ici, enfin j'ai fermé la fenêtre, dommage, mais en allant dedans et en double-cliquant sur le point .exe. Hein. Donc si je fais ça, il me lance bien le point .exe, donc c'est bien la preuve qu'il a réussi à transformer mon code source en un exécutable fonctionnel qui m'affiche bien dans l'invite de commande le message que je lui ai dit d'afficher.
Voilà, ça c'est le plus basique que vous pourriez faire, c'est d'utiliser juste le compilateur et vous démerder avec. Ça marche, c'est faisable, vous pouvez même faire des trucs très compliqués avec, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire en C on a juste un compilateur, on s'en sort bien, hein. On s'en sort bien, on s'en sort, c'est chiant mais on s'en sort, mais Rust propose directement un utilitaire qui est extrêmement puissant, extrêmement intéressant, qui s'appelle Cargo, et justement on va voir comment se servir de Cargo ici, parce que c'est ce que je vais utiliser dans tout le reste des vidéos, donc on va voir comment ça va. Je reviens en arrière, je clean un peu tout ça. Cargo du coup, qui est installé hein, normalement sur votre machine, en même temps si vous avez installé Rust, c'est installé forcément. Excusez-moi, petite coupure. Donc Cargo qui est installé en même temps que Rust sur votre PC va être extrêmement utile. On va voir comment s'en servir. Cargo c'est un... je sais pas si on peut dire logiciel, mais en tout cas c'est un utilitaire qui est avec Rust, qui va permettre de compiler vos projets, de les exécuter, de gérer les bibliothèques externes que vous allez utiliser dans votre projet. Ça va permettre plein de trucs et ça va simplifier énormément la vie de ceux qui l'utilisent. Donc on va voir comment utiliser. La première chose, ça va être de lui donner une option qui va être Cargo New et qui va permettre de créer tout simplement un nouveau projet en fait. Donc on va lui donner un nom, en l'occurrence on va mettre que voilà ça s'appelle Hello World 2, comme ça on n'entre pas en problème avec l'autre. Vous voyez qu'il a bien réussi à me créer, donc lui, il dit qu'il a créé un package binary, donc binaire, un package binaire. On voit qu'il a créé ici, et on va pouvoir décortiquer un peu ce qu'il y a dedans. Excusez-moi, encore une coupure, désolé. Donc du coup, on va pouvoir regarder un peu ce qu'il y a dedans ici, ça va être très important. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Tout simplement, on a quelques petits trucs qui se sont créés. On peut voir ici le main.rs. Alors là, je crois qu'il n'a pas fini d'afficher tout. Parce que là, Visual Studio Code, voilà, je me disais qu'il avait pas fini d'afficher tout, mais c'est pas grave. On a du coup un main.rs qui s'est généré dans un dossier src à l'intérieur. Donc vous voyez que d'abord il a créé le fichier, le dossier Hello World, pardon. Ensuite il a créé le dossier src, à l'intérieur duquel il a généré un fichier main.rs avec presque le même code que moi tout à l'heure, donc pas de souci jusque là. Donc il génère un code par défaut. Tous nos fichiers de code, nos fichiers source.rs, donc vont aller dans ce dossier src. C'est très important. Ils vont tous aller dedans. Donc, quand vous rajouterez du code, etc., il faudra toujours penser à ce que ce soit dans le dossier src. On va pas le regarder plus longtemps ce code pour l'instant, on va l'enlever. Il a créé un autre dossier target dont je vais pas vous parler là tout de suite, quoique... Ah, il m'a mis directement dans le... Ok, il a mis directement le RLS dedans. Bon bref, il a créé il m'a mis dans le RLS pour l'instant, mais vous verrez après qu'on va pas rentrer dedans. J'en reparlerai après du target, de toute façon on va en parler dans pas longtemps. Le point Gitinner, c'est pour ceux qui utilisent Git. Si vous l'utilisez pas, et ça va être le cas dans cette série de vidéos, on va pas l'utiliser, donc pas la peine d'en parler plus. Le cargo.log, c'est un fichier généré pour Cargo, et il n'est pas fait pour être modifié à la main, donc on ne va pas en parler, on va jamais le regarder, hein. C'est marqué en anglais ici, mais faut pas l'éditer, on n'est pas censé y toucher, donc on va pas y toucher, on va respecter les règles. Et on a le fichier cargo.tom qui lui par contre est très utile, très intéressant. C'est un fichier de configuration, qui va permettre de dire à Cargo, bah en gros, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. On va pouvoir configurer un peu comment Cargo doit se comporter vis-à-vis de notre projet. Ici, il n'y a pas grand-chose comme configuration d'importante. On a une première section qui s'appelle package, parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un package. Alors, juste pour donner un peu plus de je sais pas si ça se dit, mais de terminologie en Rust, quand il y a un package, donc un paquet avec du code, donc ici c'est le cas, on peut aussi appeler ça une crate. Voilà, une crate. Donc, vous verrez, j'utiliserai souvent le terme crate, c'est normal. Donc cette section package elle va pouvoir permettre de préciser des choses sur notre package, sur notre crate, pour donner des informations. Et troisième coupure parce que jamais 203, désolé encore une fois. Bref, du coup, nous avons donc du coup la première information qui va être très importante, c'est le nom de notre package, le nom de notre projet. La deuxième information très importante, ça va être la version de notre package. Ensuite, on a les auteurs, ceux qui ont écrit. D'ailleurs, ici, les informations qu'il a récupérées sont fausses, parce que Cargo les récupère automatiquement par rapport à votre environnement de travail, mais ici, c'est trompé, c'est pas de sa faute. C'est moi qui ai rentré des fausses infos sur mon PC. Bon, bref. Du coup, on a ensuite l'édition. Donc, l'édition 2018, très importante, puisque c'est celle qu'on utilise. Donc, heureusement qu'on précise que c'est bien l'édition 2018 qu'on utilise, puisque les anciennes éditions, par exemple l'édition 2015, n'auraient pas les mêmes fonctionnalités. On pourra rajouter plus tard d'autres informations dans la section package, mais nous on va pas s'y attarder pour l'instant.
Une deuxième section qui va être très importante, c'est la section dépendance. Dependencies, donc dépendance. C'est là où on va mettre en fait les autres crates, les crates externes, donc codés par d'autres personnes, qu'on va utiliser dans notre projet. On va pouvoir préciser déjà laquelle on veut utiliser, et surtout quelle version de cette crate là on va vouloir utiliser. Donc tout ça on le mettra en dessous, la section dependencies. Pour l'instant, il n'y en a pas, hein. On a un projet purement basique, donc il n'y a pas besoin d'autres crates. Donc on verra ça une autre fois. Si j'en ai besoin naturellement dans un projet, bah je vous le montrerai comment faire. Si il se trouve que j'en ai pas besoin naturellement, bah je vous ferai une toute petite vidéo, voilà, je vous explique comment le faire. Limite peut-être que je ferai une vidéo pour gérer un nombre aléatoire et je prendrai voilà la crate du book au début qui permet justement de générer un nombre aléatoire, juste histoire de vous montrer comment faire, mais vous verrez c'est extrêmement simple. C'est tout pour le cargo.tom, on n'a pas besoin de s'y pencher plus, donc je vais le fermer. Maintenant, on va se pencher sur quelques options qui vont être très utiles à donner à Cargo pour justement faire travailler sur notre projet. Donc Cargo, la première option qui va être extrêmement utile, ça va être Cargo Build. Pourquoi? Parce que c'est cette option-là qui va compiler notre fichier code notre fichier source en un exécutable. Donc si je le fais, là par exemple, oups, excusez-moi, j'ai oublié un détail très important, c'est que là je suis toujours dans cours Rust, mais il faut que je rentre dans Hello World 2. Du coup, on rentre dedans. Donc on va refaire la même commande. Donc là vous voyez d'ailleurs qu'en message d'erreur il m'a mis qu'il n'a pas trouvé le fichier cargo.tom, donc c'est bien la preuve qu'il va d'abord se fier à ce fichier là pour gérer notre projet. Là il a réussi à le compiler. Alors si vous cherchez votre projet, vous allez dans le dossier .exe, pardon, vous allez dans le dossier target, puis le dossier debug, et il est juste ici. Si vous le cherchez et que vous voulez l'avoir, voilà, il est là. Maintenant, on a compilé notre projet, mais comment on va le lancer? On va utiliser la commande cargo run. Et cargo run c'est très important parce que cargo run ça va servir à justement exécuter notre projet. D'ailleurs il vous met à chaque fois le chemin relatif vers votre .exe. Très important la commande cargo run puisqu'en plus elle a une spécificité, c'est qu'elle compile si jamais votre projet n'est pas compilé. C'est-à-dire que si par exemple je change un bête truc, j'enlève le point d'exclamation ici, j'ai modifié mon fichier code. Si je veux compiler, normalement il faudrait que j'exécute la commande cargo build, mais ici je vais directement exécuter la commande cargo run et il va me recompiler le projet avant de l'exécuter. Donc en fait il fait les deux en un. Si c'est déjà compilé, il exécute simplement. Si c'est pas compilé, il compile et il exécute. C'est globalement tout ce que vous avez besoin de savoir maintenant, mais je vais rajouter deux petites choses très importantes. La première c'est une autre commande qui s'appelle cargo check et qui va être très utile. Je vous explique un truc. Quand vous allez compiler votre projet, bon là c'est un projet très court, il n'y a pas grand chose donc c'est très rapide à compiler, mais parfois vous allez avoir des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents, avec beaucoup plus de choses, et vous allez avoir envie de temps en temps de compiler pour voir s'il y a des erreurs ou pas dans votre projet. Le truc c'est que si vous faites cargo build, s'il n'y a pas d'erreur, ça va compiler, mais ça va prendre du temps à compiler, donc ça va vous faire perdre du temps, surtout si vous le faites souvent, surtout si vous le faites souvent s'il y a des erreurs. Donc il y a une autre commande qui existe qui s'appelle cargo check, qui ne va pas compiler votre projet, elle va pas créer de .exe, par contre, elle va faire la même chose qu'aurait fait le compilateur, c'est-à-dire vérifier s'il y a des erreurs dans votre programme. Donc en gros, vous compilez pas, mais juste à vérifier s'il y a des erreurs. Donc si jamais il y avait une erreur, par exemple, je sais pas, j'oublie une parenthèse quelque part, et que je fais cargo check, il va pas compiler, mais il va bien me dire qu'il y a une erreur. Donc en gros, il me dit s'il y a des erreurs ou non, mais il ne compile pas, ce qui fait que je perds beaucoup moins de temps si jamais j'ai besoin de vérifier très souvent si j'ai des erreurs, mais par contre je veux pas forcément perdre du temps à compiler mon projet pour l'instant. Et dès que j'aurai besoin de le compiler, là j'utiliserai la commande adéquate. Donc cargo check, très important, très utile, très fort. Une dernière nuance que j'aimerais apporter, je vais juste un peu clean ça. Une dernière nuance que j'aimerais apporter, c'est que depuis tout à l'heure, quand je compile dans un certain profil qui s'appelle le profil debug. C'est pour ça que le .exe se met ici. Le profil debug, il met moins de temps à compiler qu'un certain autre profil dont on va parler après, qui est le profil release. Mais ce profil debug, il a un avantage, c'est qu'il met moins de temps à compiler, qu'il est plus efficace pour vous mettre les erreurs qu'il y a dans votre programme. Donc il va mettre des messages plus clairs, on va dire, pour vous dire quelles erreurs vous avez. Mais par contre il va être un peu moins optimisé au niveau des performances. A l'inverse, vous avez un autre profil que vous pouvez utiliser avec Cargo, qui est le profil release. Lui, il va être plus long à compiler, il va avoir moins de messages d'erreur clairs, etc., mais par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il est optimisé. En fait, ça va optimiser votre exécutable de manière à ce qu'il soit plus performant à l'exécution. Donc
les deux profils vont de pair. Globalement, une manière de faire les choses bien si vous avez un projet, c'est que quand vous êtes en train de coder votre projet et que vous n'avez pas besoin d'utiliser l'exécutable, vous faites des cargo checks pour vérifier s'il y a des erreurs. Dès que vous avez besoin de vérifier votre exécutable, vous faites des cargo build dans le profil debug, c'est le profil par défaut, donc vous avez juste à faire build ou run ou cargo build. Et dès que vous êtes sûr que ça y est, votre truc il est fini, maintenant je veux un exécutable performant pour gagner vraiment le maximum de performance que je peux, ben là vous précisez à cargo que je veux le profil, que vous voulez le profil release. Donc comment on va préciser ça? C'est tout simple, vous refaites les mêmes commandes, donc cargo build ou cargo run, hein. Ici on va faire cargo run carrément, voilà, on va aller plus vite, sauf que vous passez en paramètre une option, donc vous faites 2 tirets et vous écrivez release, de la même manière que je viens de l'écrire. Si vous faites ça, il va pas compiler en mode debug, il va compiler en mode release justement, pardon. Ça va être un tout petit peu plus long qu'en mode debug, enfin un tout petit peu, non, ça va être plus long qu'en mode debug. En l'occurrence, vu que là mon projet est petit, ça va pas être si long que ça, mais si vous aviez un projet plus grand, ça serait plus long. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que l'exécutable, déjà, il va plus être dans le dossier debug, il va être dans le dossier release qui vient d'être créé, donc il est là. Et la grosse différence entre les deux exécutables, c'est que celui-ci, il est beaucoup plus performant. Là, on voit pas la différence parce qu'on est sur un petit programme, il n'y a pas grand chose, mais si vous faites un plus gros programme, par exemple avec des graphiques, vous faites un jeu, je sais pas, vous verrez que en release, vraiment, il y a un gros gain de performance, donc c'est vraiment pas mal de s'en servir quand vous êtes sûr que votre exécutable est fini et que vous voulez donner une version finie à vos utilisateurs. Par exemple, si vous faites un jeu, je sais pas, vous voulez partager votre jeu, bah vous partagez la version release, pas la version debug. Attention, ça sera beaucoup plus efficace de partager la version release. Pareil, si un jour vous voulez tester, je sais pas, la vitesse d'exécution d'un programme, vous ne testez pas la version debug, vous testez la version release. Comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir la version la plus optimisée et donc qui vous donnera les meilleurs résultats en termes de performance. Donc pareil, n'oubliez pas, le paramètre c'est release, vous le passez à la commande cargo build ou cargo run et ça vous compile / exécute l'exécutable dans le dossier release, donc optimisé. Ça c'est très important. On en a fini pour aujourd'hui avec cargo, je vais pas rentrer plus dans les détails pour l'instant, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec cargo, mais pour aujourd'hui ça sera tout pour cargo. Je vais juste prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer un peu ce code là. On va pas vraiment expliquer grand chose, parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer, mais c'est juste pour partir sur une petite base, notamment la fonction main ici qui va être très important, et j'ai bien dit fonction. En Rust, comme dans d'autres langages comme le C et le C++, il y a une fonction qu'on appelle la fonction main. Cette fonction main elle est très importante, parce que peu importe ce que vous faites dans votre programme, quand vous l'exécutez, votre programme il commencera là. C'est la première chose qu'il ira voir. Il va rentrer à l'intérieur et il va exécuter ce qui se trouve à l'intérieur de cette fonction main. Donc quoi qu'il arrive, vous pouvez pas avoir un programme Rust sans une fonction main. Ici, le mot-clé fn sert justement à dire, bah voilà, ça c'est une fonction. Fn, c'est pour dire, voilà, on crée une fonction. Donc ici, c'est la fonction main. On a des parenthèses. Pour l'instant, on va pas voir à quoi ça sert. Vous le verrez quand on parlera justement pour créer nos propres fonctions à nous. C'est pas très compliqué. Les fonctions sont délimitées par des accolades, donc très important, on n'oublie pas les accolades, parce que c'est ce qui va permettre de faire comprendre à votre ordinateur que bah en fait tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces accolades c'est bien la fonction main. Donc voilà, quand vous avez du code à écrire, vous l'écrivez à l'intérieur de ces deux accolades, vous l'écrivez pas là par exemple, vous l'écrivez pas ici, ça n'aurait pas de sens. Donc cette fonction là est très importante, il vous la faudra toujours. Et vous verrez dans tous les cours qu'on va faire, elle y sera tout le temps. Jamais je l'oublierai. C'est là que justement votre programme va s'exécuter. Ensuite, et là ça va être très simple, en Rust, donc là on a bien les accolades qui délimitent notre code à l'intérieur de la fonction main, et en Rust il faut savoir un truc, toute instruction, c'est-à-dire tout code qui va dire fais ça à votre machine, va se terminer par un point virgule. On n'oublie jamais le point virgule. En l'occurrence, ici, dans ce cas précis, et dans un autre cas qu'on verra plus tard, si j'oublie le point virgule, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur, c'est même pas quelque chose de déconseillé, c'est quelque chose de valable, mais c'est un cas précis qu'on expliquera dans une prochaine vidéo. Mais si par exemple, je devais faire une autre instruction avant, par exemple un autre println, qui va du coup afficher, je sais pas, autre chose, voilà, on va pas chercher à faire n'importe quoi. Ici, vous allez voir un truc très étrange, c'est que si je retire le point virgule ici, j'ai aucun problème, parce que j'ai une extension Rust qui va me mettre directement s'il y a des problèmes ici. En gros, elle va faire un cargo check tout le temps, à chaque fois que je vais faire une modification et que je vais faire sauvegarder le fichier. Là, il me met aucune erreur. Par contre, si j'inverse la situation et que j'enlève le point virgule ici et que je sauvegarde,
Tout de suite il me met un problème et il me dit que ici là, il aimerait bien que je rajoute quelque chose, hein, quelque chose, peu importe ce que c'est, il sait pas trop, mais en tout cas il voudrait bien que je rajoute quelque chose. Bon, il y a une raison à ça. Cette ligne-là, je peux pas enlever le point virgule, obligatoirement. Par contre, celle-là, je peux. Il y a une raison. Pour l'instant, je vais pas me prendre la tête à l'expliquer, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Elle est très simple la raison, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc j'expliquerai plus tard. Mais retenez que de manière générale, une instruction en Rust, elle se finit toujours par un point virgule, et une instruction, c'est quelque chose qui dit à votre ordinateur, fais ça. Peu importe ce qu'il lui dit de faire, hein. Du moment qu'il lui dit fais ça, c'est une instruction, vous mettez un point virgule à la fin. Enfin, et je vais rentrer vite fait dans le détail ici, ce truc là, dans beaucoup, ça peut, pour ceux qui viennent d'autres langages, vous pouvez vous dire ah c'est une fonction, vous pouvez demander pourquoi il y a un point d'exclamation à la fin. Ce petit point d'exclamation, c'est le signe que ce que vous êtes en train d'utiliser, c'est pas une fonction, c'est ce qu'on appelle une macro. Les macros en Rust, c'est un sujet très intéressant, un peu beaucoup plus compliqué que ce qu'on va voir maintenant, donc je vais même pas chercher à vous l'expliquer pour l'instant, on le verra plus tard dans les vidéos, beaucoup plus tard, dans très longtemps, pas dans très longtemps, mais on le verra, voilà, bien après. Retenez juste que ça c'est pas une fonction, c'est une macro, c'est la macro println, voilà. Mais globalement ça se comporte comme une fonction, j'ai bien dit ça se comporte, j'ai pas dit que c'était créé pareil, hein, voilà, bon. On verra aussi un jour comment faire nos propres macros, vous verrez que c'est plus ou moins compliqué, et vous verrez que c'est plus ou moins puissant aussi, c'est très puissant, beaucoup plus puissant qu'une fonction, mais voilà, ça a un coût, hein, c'est plus puissant, c'est plus utile, mais par contre c'est plus difficile à coder, donc on verra plus tard. À l'intérieur, je lui passe du coup, entre les parenthèses, ces parenthèses vont me permettre de délimiter les paramètres de cette macro, et en l'occurrence, je lui passe un seul paramètre, c'est une chaîne de caractères, on verra ce que c'est une chaîne de caractères dans les prochaines vidéos, donc voilà, on verra tout ça. Je lui passe du coup une chaîne de caractères, donc on verra tout ça, comme j'ai dit, excusez-moi, plus tard, ça sera quand on parlera des types des variables. Pour l'instant, la prochaine vidéo, elle traitera plus particulièrement des variables, comment on crée des variables, qu'est-ce que c'est qu'une variable, comment on utilise les variables, surtout en Rust, il y a une particularité en Rust avec les variables qui est très intéressante, on verra tout ça. Sachez juste que pour l'instant, voilà, je lui donne une chaîne de caractères, la chaîne de caractères, elle est délimitée par ces deux guillemets, et à l'intérieur, je mets le message que je veux afficher à l'écran. Tout simplement, voilà, c'est un code basique, il est très simple, la seule petite difficulté c'est la macro, mais vous n'avez même pas besoin de la comprendre pour l'utiliser. Donc pour l'instant, même si vous savez pas ce que c'est qu'une macro, même si vous savez pas comment on les crée, comment ça fonctionne derrière en fait, c'est pas important, vous savez comment l'utiliser et ça suffit amplement, soyez-en certains, pour l'instant ça suffira amplement. C'est tout pour cette vidéo, c'est un peu long, je suis désolé, je sais que ça fait 2 vidéos de 20 minutes où vous avez encore pas vous avez pas vu grand chose du langage en lui-même, mais c'était important de bien expliquer ça, bien expliquer comment installer les outils, bien expliquer comment mettre en place l'environnement. Maintenant qu'on en a fini avec l'utilisation de cargo basique qu'on a vu aujourd'hui, dans la prochaine vidéo, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on commence, on voit un peu le langage, la syntaxe, etc. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet dans la prochaine vidéo, donc c'était tout pour aujourd'hui. Désolé pour les petites coupures que j'ai eues par moment, c'était des imprévus. On verra la prochaine vidéo, du coup, la suite des cours. Sur ce, à bientôt.